Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le webinaire. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la rénovation architecturale et sur le thème de la contrainte à la performance. Comment réussir une rénovation avec le D2B. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du hors-site en explorant un exemple concret de rénovation de façade. Et donc, notre objectif, c'est de comprendre le choix de la préfabrication qui peut devenir un levier architectural et justement sortir du casse-tête technique de certains bâtiments. À la fin de ce webinaire, nous espérons que vous saurez identifier les clés pour sécuriser vos projets, comprendre comment le hors-site est pertinent et surtout connaître ses avantages et ses gains concrets. Avant de débuter, je me présente brièvement. Donc, je suis Sandrine Moretto et je travaille pour la partie business développement chez ArcelorMittal Building Solutions et sur les sujets D2B, façade, balcon et plancher. Je serai accompagnée par Peggy Schuller, responsable du business développement. Et nous aurons le plaisir d'écouter Monsieur Michel Touviot, architecte et dirigeant du cabinet Itinéraire Architecture, basé à Belfort, qui partagera avec nous son retour d'expérience terrain. Ce webinaire va débuter par une introduction. Nous allons présenter le projet, les étapes de conception jusqu'à la réalisation du procédé D2B. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat conversation, puisque vos micros ne sont pas actifs. À la fin de la session, on terminera par une synthèse, un temps d'échange pour pouvoir répondre à vos questions. Pour commencer en introduction, il est intéressant de vous partager quelques chiffres. Aujourd'hui, environ 64 000 établissements scolaires sont concernés par le défi de la rénovation scolaire, qui représente, donc on a à peu près plus de 42 000 écoles primaires, à peu près 13 000 crèches, plus de 5 000 collèges, environ 2 500 lycées et environ 200 établissements supérieurs. Et donc, lorsqu'on s'intéresse à l'ancienneté des écoles, des collèges et des lycées, on se rend compte qu'une part importante sont peu ou mal isolés. Et on peut se demander combien d'établissements scolaires sont concernés. Donc, pour lancer la réflexion, je vous propose de répondre à une question qui va apparaître dans le chat Teams et je vous laisse quelques secondes, pour voter. Écoutez, merci pour vos réponses. Comme évoqué précédemment, on se trouve sur un patrimoine qui est vieillissant, avec 80% des écoles primaires qui ont plus de 50 ans. Et justement, pour répondre à la question, on a plus de 70% des collèges qui ont plus de 25 ans. Le bâti scolaire, aujourd'hui, représente 157 millions de mètres carrés, donc de surface plancher, donc environ 30% du patrimoine et du parc immobilier public, donc total, État et collectivités territoriales. Et enfin, un point qui est important, c'est que les écoles sont et seront exposées à des vagues de chaleur 3 fois plus fréquentes en 2030. Avant de rentrer justement dans notre cas concret de la rénovation du collège Héricourt, je vous propose quelques informations et quelques textes réglementaires qui sont importants et qui ont du sens dans le contexte de la rénovation des établissements scolaires. Donc très brièvement, nous avons le décret tertiaire qui a été instauré par la loi Elan et qui impose depuis 2018 aux établissements scolaires de plus de 1000 mètres carrés une réduction progressive justement des consommations énergétiques, donc avec une diminution de moins de 40% en 2030. Vous avez moins 50 et moins 60 en 2050, mais les moins 40%, c'est par rapport à une année de référence qui a été faite postérieure à 2010. Et pour atteindre ces objectifs, les établissements doivent mettre en place toute une stratégie globale d'amélioration énergétique
en passant par des travaux d'isolation, de toiture et bien sûr une réduction des consommations électriques. Et toutes ces informations doivent être bien sûr déclarées sur une plateforme officielle, qui est la plateforme Opera. Au-delà donc de tous ces travaux, la performance énergétique, elle repose bien sûr sur l'optimisation des usages. Par exemple, donc l'adoption d'éco-gestes, éteindre les lumières, réduire l'utilisation des équipements et bien sûr, anticiper, le fonctionnement, par rapport aux périodes d'occupation. Pour terminer, la rénovation, elle peut également intégrer des énergies renouvelables, comme l'installation de panneaux solaires ou, tout ce qui concerne la récupération d'eau pluviale. Le principal, c'est que l'ensemble de ces actions, s'inscrit en fait dans un objectif plus large, atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc pour les maîtres d'ouvrage, en fait, le défi de la rénovation scolaire, est très important. C'est à la fois améliorer la performance en réduisant les coûts énergétiques, améliorer le confort été-hiver, respecter les délais courts, puisqu'on on se trouve sur des bâtiments qui sont occupés. Donc surtout ne pas perturber l'usage scolaire, hein, tout en maîtrisant bien sûr, le budget, de rénovation. Pour illustrer concrètement ces enjeux, nous allons suivre la rénovation du collège Héricourt, donc le collège Pierre et Marie Curie. Je vous propose de commencer par une description du bâtiment. Donc le collège Pierre, et Marie Curie est situé à Héricourt, qui est une ville de Franche-Comté, dans le département de la Haute-Saône, à proximité de Belfort et de Montbéliard. On est face à un bâtiment, typique des années 70, avec une particularité de façade en pointe de diamant, et des pathologies qui sont visibles, type fissures et ferraillage. Et le collège, accueille, environ 800 élèves et 60 intervenants. Pour commencer, une étude visuelle a été réalisée, on voit bien, hein, les photos confirment, les contraintes géométriques et on a vraiment, un aspect visuel, des pathologies. Donc on se retrouve avec une géométrie qui est en pointe de diamant et qui rendait, impossible en fait une mise en œuvre, classique en isolation thermique par l'extérieur. On voit également, sur la photo, donc qui est en bas à gauche, un bâtiment, des zones qui sont difficilement accessibles pour un échafaudage, traditionnel. Et bien sûr, au-delà des contraintes géométriques, on se retrouve sur des contraintes de temps qui sont liées à l'activité scolaire du bâtiment. Un diagnostic et des essais ont été réalisés en amont, afin de cerner le bâtiment, d'orienter et de choisir la meilleure des solutions. Donc très important, donc avant de concevoir, on analyse, le projet. La mission, elle a été confiée au cabinet CETAC, pour réaliser un état des lieux des façades. Cela a été complété par des essais destructifs, donc on a eu bien sûr un état visuel, des essais destructifs, sondage et également des essais de traction. On le voit en fait, sur la photo, en bas à gauche, les zones, où, a été à la fois réalisé, donc les différents essais pour pouvoir justement déterminer la composition du bâtiment et la composition de la façade a pu être définie. On se retrouve avec des panneaux préfabriqués en béton armé, et chaque panneau est composé de 2 épines, en about d'une épine complète en centrale et les allèges et les linteaux sont composés de béton et d'un isolant, en sandwich. Pour revenir en fait à l'aspect visuel, ça donne vraiment un premier aperçu, du bâtiment. Donc on a noté sur ce bâtiment des pathologies d'écaillement, des aciers apparents, et donc toutes ces pathologies ont bien sûr été traitées avant de réaliser la façade, donc un nettoyage et bien sûr une passivation, des aciers. Comme expliqué précédemment, en fait, c'est le sondage, hein, qui a été très important et qui a vraiment permis de déterminer la composition de la paroi.
Et donc, pour rappel, en fait, ce bâtiment a une particularité on se retrouve vraiment sur des allèges et des linteaux qui sont composés de béton, mais également d'un isolant, donc qui était un isolant polystyrène en sandwich dans le béton. Et donc, au vu des contraintes techniques et architecturales, et de cette étude qui a été réalisée par le cabinet CETEC, notre prescripteur régional Xavier, qui est peut-être présent à ces webinaires, a justement mis en avant et préconisé notre solution hors site D2B. Donc, c'est une solution la solution qui a été retenue est le D2B Promizole, qui est une solution sous ATEX, avis technique, et sous appréciation de laboratoire. C'est un système de façade préfabriqué hors site qui est constitué des éléments suivants. Donc, on a une structure en tube galvanisé soudée qui est supportée par un système d'ancrage à la façade. On a une façade qui est déjà isolée et finie esthétiquement, qui est constituée de panneaux sandwich. Donc, ce panneau sandwich, il est disponible entre 50 et 120 mm d'épaisseur. Et puis également, il peut être composé de menuiseries. Donc, l'avantage, c'est de proposer vraiment un module complet, isolé et fini. Ce procédé, il présente de nombreux avantages, au-delà du fait on se trouve avec une solution finie. Il est déjà performant thermiquement, également disponible en plusieurs dimensions. On peut aller jusqu'à 12 mètres de long. Nos produits sont assemblés et finis sur le site de Reims. Et puis, nous avons aussi la possibilité de proposer cette solution en ISCARB, si on souhaite apporter une solution décarbonée. Nous allons accueillir maintenant Monsieur Touvio, architecte et fondateur du cabinet Itinéraire Architecture, qui va nous apporter une lecture précise du projet à travers quelques questions. Donc, Monsieur Touvio, s'il vous plaît, tout d'abord, pourriez-vous nous résumer la genèse, de ce projet? Alors, votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Touvio. Le micro. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de participer à ce webinaire à l'occasion de la présentation du bâtiment, de la rénovation énergétique du bâtiment de la SECPA. La genèse, le conseil départemental de Haute-Saône a décidé de réhabiliter la SECPA du collège d'Héricourt. C'est un bâtiment qui fait environ 1600 mètres carrés au sol sur 2 niveaux, des salles de classe et des ateliers, des sanitaires. Une première opération avait déjà été exécutée en ce qui concerne l'accessibilité handicapée, la mise en place d'un ascenseur. La suite consistait à faire une réhabilitation énergétique. Il accueille à l'heure actuelle 200 jeunes de la SECPA. L'état du bâtiment, on le voit hein, sur cette photo, les menuiseries extérieures étaient HS, les façades étaient sérieusement vétustes, peu isolées, et les terrasses étaient également HS, sans sécurité. Les objectifs, en fait, ils sont doubles, hein, améliorer la performance énergétique et le confort du bâtiment et également l'esthétique, en respectant, bien entendu, l'architecture réalisée par nos collègues dans les années 78. Il est intéressant d'ailleurs, si vous regardez les plans des années 78 que le conseil départemental à retrouver. C'est des plans qui ont été faits à la main et accompagnés d'un petit livret d'une quinzaine de pages qui décrivait le système Alvaran. Il faut savoir que dans le secteur, ce système a été reproduit à Delle, à Belfort et peut-être à Vesoul, en tous les cas, à Héricourt. On voit très nettement qu'il est tramé, régulier, et il présente un certain nombre de facettes, une géométrie en tous les cas particulière. Donc, on peut peut-être passer à la suite de la description. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui a motivé notre choix? Tout à En fait. fait, on a Une deuxième question, justement, l'idée, c'était de connaître la motivation, justement, du choix hors site sur ce projet Héricourt. voilà. La première motivation, on avait des contraintes de délai extrêmement fortes.
pour éviter de se retrouver avec des étudiants, des enseignants en plein chantier, donc en site occupé. Une des solutions envisagées, c'était de travailler, de faire cette rénovation pendant les vacances scolaires. On avait donc entre 7 et 8 semaines pour intervenir sur les terrasses et sur les façades extérieures, y compris les menuiseries extérieures et les espaces, quelques travaux de finition en espace extérieur, et on se donnait un petit délai en vacances d'automne pour exécuter les finitions, hein. Mais il fallait impérativement que le chantier soit réalisé à 99% pendant la période de vacances scolaires. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, quand on observe cette photographie et les deux façades que l'on a devant nous, la géométrie des façades ne nous permettait pas de mettre en place un ITE traditionnel, chose qu'on a fait sur le bâtiment collège que l'on voit, ce rectangle blanc dans le prolongement du bâtiment de la SECPA. Là, on a fait de l'ITE, mais là, on pouvait le faire, mais difficilement, on ne tenait pas les délais. Et d'autre part, on avait aussi un besoin de rendre esthétique ce bâtiment en utilisant un produit préfabriqué. Alors, c'est ça qui finalement nous a motivés à faire du hors-site. Comment trouver euh, des matériaux qui seraient construits en entreprise, transportés, stockés sur site et positionnés dans des temps restreints. C'est la raison, une des raisons majeures qui nous a orientés vers le hors-site. Par ailleurs, le produit proposé, panneaux préfabriqués, je crois que c'est des panneaux de 6 mètres par 2,90 qu'on a utilisés, nous permettait par le choix du promisol de garantir une trame horizontale et verticale qui ressemblait quelque part à l'ancienne architecture. L'utilisation aussi d'un type de surface Lyrisa, hein, travaillé par Arcelor, nous a intéressés parce que grâce à ce système de traitement de surface, on obtient différentes couleurs sur une base de couleurs claires. On obtient des variations de couleurs, d'un blanc clair, bleu, des gris, vert, des jaunes, qui varient tout au long de la journée et en fonction de la position du soleil. Alors imaginez-vous vous déplacer le long de ce bâtiment, et ben vous voyez petit à petit un changement de coloration. Donc c'était une animation intéressante et c'est la raison pour laquelle on s'est orienté sur ce type de panneau. On aurait pu travailler en ossature bois, on y a réfléchi, on était à l'époque légèrement plus cher et on avait une grande interrogation en ce qui concerne la mise en œuvre par rapport aux contraintes de pluie, d'intempéries dans le secteur. Vous savez que Belfort est un secteur où on a des problèmes d'intempéries, surgissent rapidement de la flotte et on s'est dit attention pour la suite, pour la pérennité des ouvrages. Donc on s'est orienté naturellement vers ce type de produit. Voilà les premières réflexions. Vous pouvez peut-être continuer. Très bien, mais écoutez, merci, merci pour ce partage. Donc vous avez bien expliqué la genèse et justement la raison pour laquelle notre procédé, le procédé D2B a été préconisé. Mais d'une manière générale, c'est vrai que leur site permet de répondre à une complexité justement géométrique. Vous l'avez bien précisé, des exigences de temps sur chantier. Et Mm. puis, ça a également permis d'apporter une réponse esthétique et durable. Mm. Dans le cadre de ce projet, nous allons maintenant parcourir les différentes étapes du processus D2B, de la conception jusqu'à la réalisation. Petit rappel, vous pouvez poser vos questions dans la partie conversation de chat, hein. N'hésitez pas, on prendra le temps d'y répondre en fin de présentation. Et donc maintenant, je laisse la parole à Peggy pour ce chapitre. Bonjour à tous. Donc, merci Sandrine. Ce qui est important finalement dans un projet hors site,
On l'a vu, Monsieur Touviot l'a bien expliqué, c'est en effet le timing. C'est le grand intérêt du hors-site, c'est de pouvoir réaliser des projets de taille assez conséquente en très peu de temps, en tout cas en ce qui concerne la pose. Néanmoins, cela demande quand même un travail en amont bien calé et bien ordonné afin de faire un maximum de choses en amont et de pouvoir préparer ces chantiers. Donc les différentes étapes du projet, en général, donc on l'a vu, il y a une analyse du bâtiment. L'idéal, c'est de réaliser un scan de la façade. Ce scan assure et limite les erreurs et permet aussi d'avoir une évaluation du système et de s'assurer qu'on va pouvoir le positionner. Enfin, une fois qu'on a défini, on va dire, un pré-calpinage, une volonté architecturale, un sens de pose, des panneaux, etc., on va pouvoir commencer un prédimensionnement. Alors, ce prédimensionnement, il va nous donner, par exemple, la dimension des tubes, en particulier en fonction de la hauteur des modules. On va donner une dimension, donc une section de tube et une épaisseur d'acier de ces tubes. Donc, on va faire cette préétude. Une fois qu'on a fait cette préétude, on l'a vu avant aussi, donc il faut réaliser des essais de traction afin de s'assurer que les platines d'ancrage qu'on souhaite poser sur le bâtiment vont pouvoir reprendre les efforts, vont pouvoir être maintenus dans l'existant. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a un peu calé tous ces essais, on passe à une étape officielle qui est la commande du façadier pour ArcelorMittal Building Solutions. Et dans ce cas-là, on va définir à ce moment-là une note de calcul officielle qui va donc valider notre prédimensionnement, de s'assurer qu'on a choisi les bons tubes et les bons produits, et donc engendrer la préfabrication, on va dire, des matériaux et l'approvisionnement des matériaux. Alors, en général, on réalise un prototype. Ce prototype, il est intéressant à diverses étapes, on le verra après, et c'est une première validation, on va dire, de concept. Ensuite, il y a donc, une fois réalisé, la modélisation par notre bureau d'études qui va réaliser l'ensemble du calpinage. Et puis, une fois que ce calpinage est réalisé, la validation par le client, on va dire, des cotes et pour mise en fabrication de nos modules. Puis enfin, la logistique, l'acheminement des modules sur le chantier et la pose de ces modules. On va voir ça dans le détail. Slide suivant. Merci. Alors, comme on l'a vu avant, il faut donc réaliser des sondages. Ces sondages, ils vont permettre plusieurs choses, on le verra, de définir déjà premièrement l'étude thermique et hygrothermique. Je vois qu'il y a déjà quelques questions et on en parlera sur le choix des matériaux et des vérifications qui sont faites à ce sujet. Enfin, il y a un essai de traction. On va s'assurer déjà des prépositionnements de nos platines d'ancrage, évaluer si ces platines pourront être positionnées. Dans le cas d'Héricourt, il y avait des difficultés, il y avait des épines creuses, donc il fallait s'assurer de pouvoir se positionner correctement dans ce béton sans être dans du vide. On l'a vu, il y a du polystyrène au milieu. Et enfin, la vérification, une fois qu'on est calé sur ces positionnements, on va dire, d'ancrage, des assemblages de notre module, qui sont donc des tubes soudés, donc le nombre de tubes, leur position, leur section, etc. On le verra après. Slide suivant. Alors, c'est vrai que comme on est dans un cas de rénovation, c'est important de faire une analyse thermique et hygrothermique. Alors, l'analyse thermique est relativement logique. Alors, je crois de mémoire que dans ce projet, on visait une thermique d'environ 3,50. Donc, nous, avec notre panneau sandwich Promisol, on sait qu'avec 80 mm, on va pouvoir obtenir cette visée en termes de thermique. Donc, on est parti sur ce 80 mm. Néanmoins, il est vrai qu'il faut définir et vérifier qu'on ne va pas avoir un phénomène de condensation sur le parement intérieur de ce panneau sandwich, condensation qui pourrait être liée aux couches successives de la paroi et des parois existantes, comme on l'a vu avant, d'où l'intérêt de bien connaître le matériau qu'on vient isoler, à savoir ce béton qui est constitué d'une âme isolante intérieure. Alors,
Dans le cadre qui nous occupe, vu qu'on a des pointes de diamant, c'est compliqué de remplir ces zones, hein. C'est aussi pour cela qu'on a choisi D2B. Alors D2B, il intègre des membranes, on verra après sur les photos, qui vont permettre de créer une nouvelle façade étanche. Néanmoins, vous mettez une façade devant une autre façade, vous avez en effet une lame d'air qui, selon sa dimension, même si elle est calfeutrée, pourrait engendrer des circulations d'air à l'intérieur. Et donc, dans ce cadre, on a choisi, et ça c'est l'intérêt, on a un double intérêt, de positionner, comme le voyez sur cette image, des pins de laine de roche autour des menuiseries et entre les étages. Alors, ces pins de laine de roche, ils ont un double intérêt. Ils vont permettre de limiter les propagations de son d'une salle de classe à l'autre. Donc, elles ont un gain acoustique et vont aussi réduire la dimension des zones, on va dire, de vide, hein, de vide. Et donc, limiter les circulations d'air et donc de potentielles condensations. Mais il est vrai que dans ce genre de projet, il est vraiment très, très important de réaliser une étude hygrothermique, Wi-Fi ou autre, pour s'assurer qu'on va éviter des désordres de type condensation qui pourraient générer des moisissures, une dégradation aussi de notre matériau. Donc voilà, ça, point important que nécessite donc cette étude en préalable de l'installation et du concept qui va définir aussi les épaisseurs de nos produits. Slide suivant. Alors, le scan 2D, il est recommandé, fortement recommandé. C'est une aide au calpinage. Il va nous permettre d'évaluer la réalité du terrain, la réalité de cette façade, et puis de s'affranchir des oublis potentiels qu'on aurait pu faire, une sortie, une évacuation d'air, une petite lampe, enfin toutes ces petites choses qui sont souvent amenées sur une façade, surtout quand elle est là depuis pas mal d'années. Et donc, c'est vrai que nous, notre concept, on en a parlé, des 2B sont des tubes qui sont soudés, donc on va pas pouvoir venir après sur chantier, une fois que le module est livré, commencer à couper des tubes à la cisaille ou cisailler des tubes ou des panneaux sandwich. C'est quand même pas réaliste, hein. Donc, il faut s'assurer en amont qu'on ne fait pas d'erreur et donc bien maîtriser cette préparation du hors-site. Alors, par rapport à, donc, à la volonté architecturale hein, de Monsieur Touviot, on a donc, et puis le positionnement, la possibilité de positionner les platines d'ancrage, on va faire un prédimensionnement et un calpinage. On va aussi essayer de faire en sorte que les modules soient transportables. Donc, en général, on se limite à 3,50 m. On essaye de faire des modules pour pouvoir en mettre un maximum dans un camion, pour pouvoir aussi limiter les coûts logistiques. Donc ça, tous ces éléments-là vont nous conduire à un prédimensionnement et puis à un calpinage, pré-calpinage. Donc dans cette affaire, on avait 143 modules. Alors une fois donc on est calé sur ce calpinage, sur le choix de la dimension des modules, etc., on va passer vraiment à l'étape concrète, on va dire la commande de notre client façadier, la commande officielle. Et cette commande officielle, elle va générer la vérification par note de calcul de ces prédimensionnements. Elle va générer aussi donc la commande des tubes, la commande des panneaux sandwich, enfin la commande des ancrages, de tous ces éléments qu'on aura imaginés en pré-étude en amont. Cette note de calcul, elle dépend évidemment de la dimension des modules, mais aussi des charges de vent. Alors, donc, une fois qu'on est à ce niveau-là, donc on a validé tous nos éléments, les panneaux sandwich, les sections de tubes, leur épaisseur, et puis l'encadrement des laines de roche autour des baies. Et dans le cas d'Héricourt, on a aussi intégré donc des fenêtres menuiserie PVC avec des caissons de volets roulants. Alors, on va valider dans le cadre de ce projet un prototype. On va s'assurer qu'on ne va pas avoir des collisions, en particulier avec ces fameux caissons de volets roulants.
qu'on souhaite dans ce cadre-là non visible. Il faut bien sûr qu'on s'assure qu'on ne va pas rentrer en collision avec l'existant. Vérifier aussi, c'est une manière, ce prototype, de faire valider par le poseur la technique de pose, la pose des platines, hein, vérifier que ces platines vont pouvoir se poser sans problématique particulière, qu'on ne va pas rencontrer des ferraillages qu'on n'aurait pas prévus, etc. Donc la pose du prototype, c'est un paramètre important. Slide suivant. Alors, vous voyez, le prototype, il est assez léger, hein, donc un module de cette taille-là, on est à peu près entre 400 et 500 kg. Donc, on va pouvoir le poser avec des engins de levage assez succincts. On n'est pas obligé d'avoir une grue, d'autant plus que dans le cadre de cette pose, on est sur un bâtiment qui est assez bas. Donc voilà, on voit la pose de ce prototype sur la façade. On a pu vérifier qu'on arrivait bien à positionner les panneaux avec les caissons de volets roulants. Alors, une fois donc qu'on est calé et qu'on s'est mis d'accord, c'est aussi ce prototype une manière de valider par Monsieur Touviot aussi le côté architectural, hein, les encadrements de baies, les petites pièces de finition. Il est toujours encore possible à ce moment-là de faire des ajustements pour la suite de la fabrication. Alors, donc une fois qu'on avait ces validations, notre bureau d'études va réaliser les calpinages donc calpinage de chaque module, qui seront soumis donc au façadier, et après validation du façadier, on va mettre en fabrication nos éléments. Donc ces calpinages nous sont aussi nos plans de fabrication. L'avantage de la fabrication, c'est que nous, les tubes, on les commande à nos collègues d'ArcelorMittal Ayout. Donc, ce sont des lignes de tubes avec des découpes laser. Donc, une fois qu'on a réalisé tout ce calpinage, on va procéder à la découpe laser de tous les tubes qui vont constituer ce module, des zones de trous qui permettront après la pose sur les platines d'ancrage. On réalise aussi ce qu'on appelle des systèmes tenons-mortaises pour pouvoir faciliter après le soudage de ces tubes. Donc voilà, chaque tube est associé à un module, il est répertorié, numéroté, et donc sorti de cette usine, on a des fagots de tubes qui vont arriver pour le montage, le soudage et la fabrication de chaque module. Slide suivant. Alors, évidemment, ce qui est important dans ce projet, c'est le planning de pose. Donc là, il est fondamental de se mettre en accord avec le façadier pour limiter les coûts sur le chantier, hein. Donc en l'occurrence, sur ce chantier, par exemple, on avait besoin d'une grue pour certaines zones. Vous l'avez vu, comme l'a montré Sandrine avant, des talus assez difficiles d'accès, où là, des petits engins de levage étaient plus difficiles d'utilisation. Donc, néanmoins, on ne va pas commander une grue pour la laisser là pendant 8 semaines parce que ça coûte cher. Donc, il s'agit de bien s'organiser pour livrer les modules en temps voulu et de favoriser donc certaines façades en priorité, le temps de pouvoir positionner. Donc, on a démarré, on va dire, la livraison des modules au mois de juillet, donc semaine 28. Donc, on a livré en semaine 28 21 modules. Puis, vous voyez les semaines suivantes, 48 modules, semaines 29 et 30, pour finir les livraisons à la fin août. Évidemment, ces livraisons, on ne va pas stocker tous ces modules sur le chantier, hein. Le poseur va les installer au fur et à mesure et il va poser entre 7 et 10 modules par jour, ce qui explique la rapidité avec laquelle on peut faire ce type de chantier. Suivant. Donc, vous voyez, on avait défini une zone de stockage. Chaque camion de livraison, on livre donc une vingtaine de modules. Ils sont déchargés avec un engin de levage, stockés, et ils vont être acheminés au fur et à mesure à proximité du bâtiment. Les modules sont liés par paire en général sur des racks de stockage consignés. Alors, la
particularité de ce chantier et qui nous a valu quand même beaucoup de temps de préparation et de notes de calcul, c'est cette problématique de pointe de diamant. Donc évidemment, on voulait poser nos modules sur les épines, mais il y avait des épines pleines, il y avait des épines creuses, c'est-à-dire des jonctions de modules en béton préfabriqué. Et donc on a dû adapter pas mal de platines différentes sur ce chantier pour pouvoir les ajuster. Quand par exemple on était sur le cas d'épines creuses, on a dû les renforcer. Je crois qu'on le voit sur le slide suivant, je crois. Ah, peut-être pas. Bon, ça, on le verra peut-être plus tard. Donc, des platines qui avaient des formes particulières qu'on a dû faire souder pour s'ajuster vraiment avec la forme de ces épines. Alors, comment fonctionne la pose? Donc, on a des platines. On commence par la pose des platines en partie basse. On vient poser le module qui, sous les traverses basses en tube, on a de positionner, prépositionner, donc par cette découpe laser, des trous oblongs. Donc, on va positionner assez simplement sur la tige filetée qui est présente sur ces platines, le module, et on va l'abaisser sur ces platines. Alors ensuite, en partie haute, on va venir fixer les platines de l'étage supérieur qui servent à la fois à bloquer le module en partie haute et à venir réceptionner le module supérieur en partie basse. On va pouvoir le voir par cette animation. Donc là, on voit le façadier qui vient poser le module de l'étage N+1. Il le descend tranquillement et il va venir le retenir sur l'axe. Alors, ces goupilles, elles sont constituées d'une tige filetée et il y a des écrous et contre-écrous. Et ces écrous vont permettre, en fonction du réglage, de régler la hauteur des modules. Et le poids du module est repris sur ces écrous. Donc, il est important de bien les aligner pour répartir l'ensemble du poids des modules sur ces écrous et platines d'ancrage. Donc voilà, un procédé relativement simple qui nécessite, comme vous le voyez, 2 chevilles par platine. On va dire il faut environ 4 platines pour un module de 6 mètres. Donc on voit une quantité de perçage relativement limitée. Alors, suivant. Donc voilà, détail de ces chevilles. Alors on avait, enfin de ces platines par contre, pardon. Alors sur ces platines, on avait dû faire par endroit des platines doubles, c'est-à-dire qui allaient réceptionner chacune un module. Suivant. Voilà, bon, on voit ces fameuses platines avec, donc sur la partie gauche, un peu particulière qu'on a dû adapter aux épines creuses du bâtiment, avec ces renforts latéraux pour pouvoir avoir suffisamment de béton pour pouvoir venir les ancrer. Donc c'est évident que dans des cas de rénovation un peu particuliers comme Héricourt, ça demande un travail en amont. Alors là, on voit donc le module en partie arrière avec les caissons de volets roulants, les menuiseries installées et puis d'un système de membrane qu'on ne voit pas sur le prototype mais qu'on va voir après qui permettent de réaliser une nouvelle étanchéité avec une nouvelle façade. Suivant. Alors voilà, vous voyez donc les modules sont tous posés. On voit donc là les membranes d'étanchéité qui vont être rabattues les unes sur les autres et qui seront par la suite cachées avec des capots de finition en acier prélaqué. On voit ici ces capots de finition posés à la fin. Suivant. Alors, le fait de positionner cette nouvelle façade plane, on a donc un décalage au niveau de la menuiserie avec l'existant. Donc vous voyez ici la nouvelle menuiserie par rapport à la menuiserie ancienne, donc sur la partie gauche. Vous voyez le caisson de volet roulant on a bien vérifié qu'il n'allait pas entrer en collision avec le linteau en béton de la façade existante. Et vous voyez sur la partie à droite les habillages, capotages qui ont été réalisés à la fin pour venir compléter et habiller cette zone qui est avec des ajouts de laine complémentaires qu'on ne voit pas sur cette photo, mais que vous avez pu voir qu'on a positionné sur la façade. Voilà, donc une finition relativement propre, assez simple, et qui permet quand même d'avoir des caissons de volets roulants accessibles
mais caché au vu de l'extérieur. Suivant. Écoute, merci Peggy, Voilà. hein. C'était très complet, donc ça permet vraiment de mieux comprendre en fait le phasage du projet, les différentes étapes de pause pour obtenir une réalisation réussie. Et pour terminer, nous allons à présent redonner la parole à Monsieur Touvio pour conclure en répondant à une dernière question. Euh, bah, une conclusion et quel est justement votre retour d'expérience sur ce projet réussi en D2B. N'hésitez pas à enlever votre micro, s'il vous plaît. Alors, je crois que la grande leçon de cette expérience-là, qui mérite d'être reproduite ailleurs, c'est l'anticipation et la préparation en amont, tant au niveau de la conception que de la réalisation. Ça, c'est le premier point. Il faut bien évidemment bien décrire les ouvrages. Il faut bien choisir l'entreprise et puis il faut que la réalisation, aussi bien dans l'entreprise que au niveau du transport, stockage et mise en œuvre, soit parfaite. Et si on arrive à réaliser tout ça, ben, ma foi, le challenge coût esthétique sera gagné. Je développe quand même. La mission diagnostique est extrêmement importante. Là, je parle en tant qu'architecte. Bien souvent, la mission diagnostique est sous-dimensionnée d'un point de vue financier. Là, elle ne l'était pas. On a pu avoir ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire avoir un relevé de géomètre en scan 3D extrêmement important, non seulement pour l'architecte, mais pour le restant des autres collaborateurs et entreprises et bien entendu fournisseurs. Des échanges aussi extrêmement importants. On a pu ouvrir cette expérience à des ingénieurs structures, des acousticiens, des thermiciens et pendant toute la période d'échange, y compris fournisseurs, y compris bureau de contrôle, on a pu améliorer ce que l'on souhaitait voir mettre en œuvre. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai l'impression de dire des vérités. Je pense que n'importe quel chantier devrait être pris au sérieux comme cela, parce qu'on a besoin de sérieux et de rigueur dans ce type de travail. Je dis un petit mot sur l'entreprise. L'entreprise doit avoir non seulement une excellente ressource, je veux dire des hommes, en capacité de réaliser, non seulement dans l'entreprise, pendant le transport, mais sur le site. Elle doit être capable de mettre en œuvre aussi une sécurité impeccable, des engins de levage et de stockage tout à fait dédiés et correspondant à ce que l'on souhaite. On doit également une installation de chantier aussi impeccable, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas de figure, c'était parfait. On a eu, je dirais, ce que l'on voulait et c'était parfait à ce sujet-là. Je voudrais aussi parler de la nécessité d'un contrôle, pas uniquement de l'architecte sur site, j'aime pas, refaire, mais un contrôle technique, voir si tous les points de vigilance ont bien été abordés, la pose, l'étanchéité à l'air, l'acoustique, la planéité, les détails, et j'en termine sur les détails qui ont été fait en partie, hein, ça ne représentait rien du tout, des détails sur des tôles, des points particuliers. Il faut être extrêmement à cheval sur les lignes de joints creux, les rapports avec les menuiseries extérieures. Donc ça, on peut y revenir par après. S'il y a une amélioration à voir, peut-être améliorer l'affinage des bavettes, des joints creux. Mais je crois qu'il faut vous rappeler que cette expérience a été faite en 2023. Petit à petit, les retours d'expérience arrivent, j'imagine, chez Arcelor, et on peut, sans problème, imaginer des améliorations. D'un point de vue esthétique, enfin,
On aurait pu aller plus loin, faire sur ce type de panneau simple une signalétique particulière. Ce n'était pas le choix du maître de l'ouvrage, hein, puisqu'il avait des travaux d'intérieur à réaliser. Donc une autre phase encore beaucoup plus concernant les aménagements intérieurs, mais également extérieurs. On aurait pu insister peut-être sur une certaine signalétique de l'imprimerie sur ces panneaux, ou alors on peut aussi partir sur des panneaux archisol, hein, si on veut aller encore plus avant dans une décoration spécifique. Mais ce n'était pas l'objet. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a possibilité de faire énormément de choses à partir du moment où tout le monde euh, relève le challenge, esthétique, mais technique également. Voilà. Écoutez, Merci. merci Monsieur Touvio pour votre retour d'expérience et ces commentaires très pertinents. Ce qui est important de retenir, c'est que en fait, on se retrouve avec un projet qui a été vraiment réalisé pendant les congés d'été, en limitant vraiment l'impact en fait sur les usagers. Euh, Comme vous l'avez précisé, en fait, la réussite d'un projet, ça repose sur une préparation rigoureuse et une bonne coordination entre les acteurs du projet. Je souhaite terminer par quelques chiffres qui concernent donc le projet Héricourt. 1660 mètres carrés rénovés de façade, réalisés en 8 semaines de chantier pour 143 modules D2B. Et donc une préparation et surtout en fait une mise en œuvre 2 à 3 fois plus rapide qu'une solution traditionnelle. En conclusion, pour une conclusion plus générale, le D2B, et Monsieur Touvio l'a bien expliqué et a également parlé du procédé archisol. Donc aujourd'hui, en fait, on propose aussi d'autres solutions donc de façade. Et d'une manière générale, ça montre en fait que l'on peut en fait transformer une contrainte technique qui était le cas donc, de ce projet en performance énergétique et en opportunité. Les solutions préfabriquées, en fait, elles permettent d'apporter une rapidité de pose, de la qualité, également au niveau de la pose, puisqu'on se retrouve avec des modules qui ont été réalisés en amont, en atelier, et ensuite, bien sûr, l'esthétisme souhaité. Donc, pour revenir, en fait, avec nos solutions, les procédés des 2B, en fait, les procédés sont adaptés donc, à la rénovation, mais également pour du neuf, en tant que mur rideau, et pour tout type de bâtiment qui nécessite une réponse technique, une optimisation de pose, et après, bien sûr, une recherche esthétique. Et enfin, la réussite d'un projet, et ça, on l'a bien redit, et je pense qu'on l'a tous bien compris, quand on travaille en hors-site, ça repose avant tout sur une collaboration efficace et un accompagnement en amont. Merci donc à toutes et à tous pour votre participation. Déjà, je tiens à remercier Monsieur Touvio de chez Itinéraire et Peggy pour leur implication et la qualité de leur intervention. Ce que je vous propose, bien sûr, hein, c'est qu'on commence par regarder et prendre quelques minutes pour les questions qui sont dans le chat. Donc, on va prendre dans l'ordre. On va privilégier les premières personnes qui ont posé des questions. Donc, je pense que la première personne a été déjà répondue en partie par Peggy. Comment est géré le vide généré par la forme en diamant de la façade? Oui, donc en fait, juste pour expliquer, dans notre concept D2B, on a deux systèmes, on a D2B Promisol et D2B ITE Promisol. Dans le choix d'Héricourt, on est parti sur D2B Promisol, donc comme si on recrée une nouvelle façade avec une gestion de membrane d'étanchéité pour générer l'étanchéité complète de cette nouvelle façade. Donc Promisol en D2B ITE, là, on n'est pas toujours soumis à cette problématique de gérer des membranes. On peut s'en affranchir en évitant donc tout vide d'air entre la nouvelle façade et l'existant. Et donc, on a réalisé aussi d'autres projets pour lesquels on est venu donc
comprimer à l'aide d'ajout de laine de roche à l'arrière des façades en béton. Donc on vient dans ces cas-là venir se comprimer complètement sur la façade. Donc ça dépend un peu de la configuration du bâtiment existant. S'il est en béton et bien lisse, on peut s'affranchir de ces vides d'air. Mais là, ici, on a fait le choix, au vu de la complexité de la façade, d'utiliser ces membranes. Et donc de limiter la circulation d'air par l'ajout des laines autour des baies. Très bien. On a une question également qui concerne les entreprises en fait qui doivent réaliser, enfin qui réalisent ce type de travaux, si elles doivent avoir des qualifications particulières pour poser du D2B. Bah, disons que bon là, dans le cas d'Héricourt, il s'agissait de l'entreprise Cunin qui est comme plutôt spécialisée dans le bois, hein. Donc c'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient l'habitude de poser des modules en bois. Donc je pense qu'un façadier aguerri à la pose de modules préfabriqués peut s'en sortir. Après, je pense que c'est pas très complexe, on le voit, hein. Donc je pense qu'un charpentier ou un façadier traditionnel peut réaliser ce type de pose qui est assez simple. Oui. Pour compléter ce que vient de dire Peggy, on est aussi également, enfin l'entreprise peut être également être accompagnée au moment de la pose, par exemple du prototype, il y a un accompagnement technique et donc automatiquement on va lui expliquer la pose du module. Donc dans tous les cas, les entreprises ne seront jamais seules. Et je crois qu'il existe aujourd'hui également des formations, mais qui ne sont pas forcément, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir ces formations, mais il existe des formations qui sont dédiées au RCI d'une manière plus générale pour connaître cette approche aussi bien en façade, en modulaire, en 2D ou en 3D. On a également donc une question qui concerne, deux questions qui concernent le prix, enfin le ratio. Alors, la comparaison entre une solution hors site D2B et une solution traditionnelle bardage. Ouais. En fait, le coût tout simplement d'une solution D2B type Promisol. Euh, alors bon, je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'il faut dissocier comment dire, on va dire, le prix de vente fixé par ArcelorMittal Building Solutions à son client, hein, et puis évidemment le coût de pose global. Alors, il y a des entreprises qui sont plus, on va dire, qui ont un petit peu plus de crainte, hein, puisque ce sont des procédés qu'ils ne connaissent pas, et donc parfois, du fait de la méconnaissance du procédé, on va peut-être avoir tendance à mettre des extras de coûts de pause. Néanmoins, bon, je crois que Monsieur Touvier, vous nous aviez donné une estimation du coût de la façade sur ce projet. Je pense que on était à moins de 400 euros le mètre carré fourni posé de mémoire. Sachant que bon, voilà, nous en sortie usine, on va plutôt être entre 150 et 200 euros le mètre carré de module. Ouais, ça donne une petite idée un peu du prix. Maintenant, c'est difficile, hein, parce que ça dépend de la complexité. Le fait d'utiliser du Promisol, il y a évidemment un point qui est important, c'est qu'on a déjà une façade qui est finie et isolée. Donc, par rapport à des modules en bois, on va devoir venir rajouter des éléments de façade. On a ce gain en général de l'ajout de la façade. Donc voilà, on est sans doute un petit peu moins cher qu'une façade rapportée de type FOB. Après, il s'agit évidemment comme je l'ai dit avant, de bien optimiser la pose en termes de timing avec l'utilisation des engins, des grues, etc. pour essayer d'optimiser le coût de pose des modules. Du coup, là, je vais prendre deux questions. Donc, une qui est très intéressante et c'est vrai qu'il revient souvent. Combien de temps entre les premiers calpinages et la pose des modules? Donc, au moment où nous, on va réaliser les calpinages, fabriquer et poser, donc avoir une idée de temps. Et dans la foulée, combien on peut mettre? Alors là, c'est aussi une question, ça va dépendre aussi du projet, mais combien de modules on peut transporter par camion?
Alors, en fait, il y a évidemment, en termes de performance thermique, le Promisol est disponible dans une gamme assez large. Et donc, en fonction du besoin thermique, on va pouvoir passer, on va dire, de 50 à 140 millimètres. En règle générale, c'est suffisant pour obtenir des bonnes performances. Nous avons déjà fait des rénovations autres sur des bâtiments en béton où la cible était de 5,50, donc on peut atteindre des 5,50. Et D2B est aussi adapté pour des bâtiments neufs. Donc on peut très bien, par l'ajout de compléments de laine, arriver à des thermiques qui vont aller jusqu'à 8. Donc la performance thermique, elle est vraiment jamais liée par le Promisol qui est très performant. Donc ça, c'est un point qu'on adapte en fonction du besoin et de chaque type de bâtiment. Alors, peut-être d'autres questions. Alors, concernant Xcarb, alors une question concernant Xcarb. En général, le fait d'utiliser Xcarb sur un panneau de type Promisol, on gagne environ 26% en termes de bilan carbone par rapport à une solution, on va dire, de panneau sandwich traditionnel. Donc, on peut cibler à peu près ce gain-là. Alors, évidemment, dans D2B, on a aussi les tubes qui peuvent être commandés en Xcarb, où là, on va avoir un gain un peu plus conséquent. Ça va dépendre un peu de la conception du D2B, de la quantité de tubes, hein, donc on va probablement rester sur un gain d'environ 30% si on passait en Xcarb. Alors, on vous générera un lien pour pouvoir récupérer la vidéo, ça c'est la question. On peut intégrer des brises-soleil en lieu et place des menuiseries. Les menuiseries monoblocs ne sont pas obligatoires. Elles sont facilitées, mais elles ne sont pas obligatoires. Ça dépend un peu de la configuration du bâtiment. Et donc, on peut en effet venir positionner les brises-soleil côté extérieur. Alors, existe-t-il une solution D2B coupe-feu? Alors, il existe une solution D2B adaptée, on va dire, à la 4e famille ou au bâtiment supérieur à des hauteurs de 28 mètres. Dans ces cas-là, on utilise un panneau laine de roche type Promiroc. Donc, on peut en effet remplacer Promisol par Promiroc. Et on va, dans ce cas-là, avoir un élément de façade qui sera A2S1 des 0 et qui, en fonction de son épaisseur, pourra avoir un classement EI 30, 60 ou plus. Donc voilà, oui, on peut en effet utiliser D2B en version incombustible et nous l'avons fait à Trappes sur une résidence de 4e famille en rénovation. Alors, combien de temps entre les premiers calpinages et la pose des modules? Alors, sur Héricourt, nous avons été en effet assez rapides. Je pense que nous avons démarré, on va dire, un pré-calpinage hein, avec une idée architecturale, on va dire peut-être en février. Et on a vraiment commencé à calpiner de manière sérieuse en avril pour une livraison début juillet. Donc voilà, quelques mois. Combien de modules? Alors, on essaye d'optimiser. On va dire une douzaine de modules à peu près par camion. Voilà. Alors, le coût que j'indique, il n'inclut pas les menuiseries. Il y avait un lot menuiserie. Il a inclus la pose des menuiseries, mais pas la fourniture. On avait un lot menuiserie dans ce chantier, mais c'est ArcelorMittal qui a posé les menuiseries. Voilà. Et est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, je ne crois pas. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Comme on l'avait indiqué, vous recevrez le replay et la présentation prochainement par mail. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter hein, pour échanger autour de projets futurs en D2B. Et puis, très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci Sandrine Merci. et à bientôt. Au revoir. Au revoir.